Et je vis probablement la pire humiliation qui puisse m'arriver au bout de 9 mois, je dirais. On est devant une série Netflix et... Waouh, le sujet du jour, c'est est-ce que tu es spectateur de ton couple à l'agonie? Sujet un peu dur, mais on va rentrer dedans. Je vais recommencer par l'ordre des choses. Il y a 20 ans de ça, dans mon couple, ça se passe mal, c'est très compliqué, et on est ensemble depuis très longtemps, et je décide d'aller voir un psychiatre, parce que je me dis que ça peut m'aider à aller mieux. Et ce psychiatre m'écoute très dans le mode de l'ancien temps, c'est-à-dire que il me pose des questions. Qu'avez-vous ressenti et qu'en pensez-vous? J'aurais aimé à ce moment-là, probablement, en tant que jeune, en couple, avoir des réponses ou des directions à suivre. Il n'était pas là-dedans. Il était dans son rôle de psychiatre, ce qui est tout à fait normal. Sauf que moi, c'était pas exactement ça qu'il me fallait. Il me fallait des pistes, des indices. Et qu'avez-vous ressenti, monsieur Pétavin, à ce moment-là? Et qu'en pensez-vous quand vous entendez ce genre de phrase? Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Et parlez-moi de votre mère. Bon, inutile de dire qu'au bout de 10, 15, 20 séances, au bout de 4 ans, ça n'avait pas beaucoup progressé. Et bien évidemment, je le prends pour moi. Je me dis, il y a des gens qui sont très stables dans leur vie. Mes voisins sont stables. Cet homme, ce psychiatre, qui était beaucoup plus âgé que moi, avait l'air bien dans sa life, et je me dis, le problème c'est moi. Et la thérapie fait pile l'effet inverse de ce que j'aurais voulu. Plutôt que de me conforter et de comprendre ce qui m'arrive, elle me fait douter de moi-même. Tout le monde réussit sur Terre son couple, sauf, bien évidemment, moi. De manière assez surprenante, ce même psychiatre, il y a un an de ça, me contacte et me dit « Coucou Antoine, je suis dans ta région, je me souviens même plus de son nom lorsqu'il m'appelle, ni de son prénom. Il me dit qu'il est parti de Paris pour être dans le sud, à 2 pas de chez moi. Et je trouve ça sympa, et du coup on se parle non pas en tant que patient et psychiatre, on se parle en tant que 2 êtres humains qui veulent échanger de manière sympathique, quasiment amicale. Je lui demande comment ça va, il me dit qu'il a divorcé, que c'était compliqué dans sa vie, et qu'il a refait sa vie dans le sud. Et tout à coup, 20 ans après, parce que c'est ça le temps que ça aura pris, je me sens soulagé. Même cet homme qui avait l'air parfait avait des soucis aussi, et je me suis dit que j'aurais quasiment préféré qu'à l'époque, il me raconte un peu aussi sa life, qui sorte un peu probablement de son rôle de psychiatre pour me dire des choses parce que ça m'aurait fait progresser également. J'aurais moins complexé sur ma propre incapacité à résoudre mon couple. Parce que par l'exemple, on comprend mieux. On se sent plus humain, on se sent plus proche. Sur cette chaîne YouTube, j'ai fait quelque chose de manière très volontaire depuis des années. Je raconte pas beaucoup ma vie. Tu peux chercher autant de vidéos que tu veux sur les 2, 3000 ou 4000 vidéos qui existent à mon sujet en ligne. Tu trouveras pas d'infos, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date, il y a très peu d'expériences perso. On comprend que je suis passé par des choses dures, mais je les nomme pas précisément. Parfois, je préfère citer des exemples hypothétiques. Et pour ce sujet du jour, c'est peut-être ton cas aussi. Si tu regardes cette vidéo, tu es peut-être spectateur de ton propre couple qui ne marche plus. J'aimerais te donner un exemple, le mien, quelque chose que j'ai réellement vécu. Parfois, dans un couple, quand ça s'arrête, c'est net. Tu découvres par exemple que ton mari, qui était adorable, fidèle, gentil depuis 20 ans, te trompe avec sa secrétaire. Ça, c'est net. Ça allait bien avant, en tout cas tu pensais que ça allait bien, puis d'un coup, ça marche plus. J'ai envie de te dire qu'il y a 2 cas de figure pour un couple qu'on peut préférer. Ce cas où ça marche bien, et éventuellement, ce cas où ça marche pas. C'est un peu comme une entreprise. La pire entreprise sur Terre, c'est pas celle qui cartonne, c'est pas celle qui coule, parce que bon, une fois qu'elle a coulé, on la radie du greffe et on la coule et on passe à autre chose. Les pires sociétés, c'est celles qui vivotent. C'est-à-dire que tu gardes cet espoir que ça marche et pour autant, tu as certaines fois des signes comme quoi ça pourrait fonctionner, d'autres fois des signes que ça marche pas et tu t'accroches à quelque chose qui survit. Comme un patient à l'hôpital qui serait sous respirateur artificiel, t'es comme le chat de Schrödinger, t'es simultanément et mort et en vie. Et ta relation est peut-être pareille aujourd'hui. Tu peux clairement identifier que t'es dans cet état de l'entre-deux, dans la zone grise, celle qu'on veut pas aujourd'hui. Alors au début, clairement, j'imagine que si vous êtes ensemble, c'est que ça a fonctionné. Clairement aujourd'hui, tu vois un déclin. C'est pas un déclin net. C'est pas comme cet homme de 50 ans qui te trompe brusquement où ça s'arrête. Ça marchait bien, ça marche plus. Non, là, t'es dans un espèce d'entre-deux. Juste suffisant pour que t'aies assez d'air, assez d'espoir, pour que ça puisse refonctionner un jour. Mais t'es un peu comme un spectateur devant un Netflix. Tu peux pas tellement influer sur le scénario. Tu sens que quoi que tu dises, quoi que t'essayes,
ça change pas grand-chose. Tu te sens probablement un peu impuissant aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ce sera notre histoire du jour. Notez-le sur une fiche pour une fois que je livre ma vie. Si vous aimez bien que je vous parle de ma life au passage, n'hésitez pas à le dire. J'ai toujours pensé que le rôle du coach n'était pas justement de parler de lui, c'était de parler des autres. Et finalement, quand je pense à ce psychiatre qui m'a appelé, probablement que si je vous parle un peu de ma vie, ça pourra aider. Donc, revenons à il y a 20 ans de ça. Je vois ce psychiatre, ça marche pas, patatras. Je pars en dépression à l'époque, c'était assez dur, et on se sépare. Quelques mois plus tard, je rencontre une femme, j'étais à Paris, qui habite en Normandie. Donc déjà, il y a une question de distance, mais cette femme me plaît bien. Elle a quelque chose d'un peu fragile. J'étais probablement aussi très fragile par tout ce qui m'arrivait, et on avait cette espèce de blessure commune. J'aimais beaucoup cette femme parce que elle avait quelque chose de fragile. C'était à mi-chemin entre une femme-enfant, probablement aussi une femme à sauver. Elle avait quelque chose de très séduisant, très aguicheur, et j'en remarquais que de manière générale, elle aimait bien séduire. Alors moi, ça m'arrangeait qu'elle aime bien me séduire, mais j'en remarquais aussi qu'elle aimait séduire d'autres hommes. Attention, hein, pas de manière frontale directe, c'est juste qu'avec ses amis, il y avait des relations ambiguës. Il pouvait par exemple venir dormir chez elle, ou alors elle les prenait dans les bras très souvent, et c'était un peu trop long, tu sais. C'est ce genre de seconde en trop qui te fait dire qu'il y a un souci dans l'équation, ou ce genre de regard un peu trop insistant. Personne l'a vu probablement à la table où vous êtes avec des amis. Toi, t'as vu qu'il y avait un problème. Mais je m'accroche à ça. Je m'accroche parce que elle me plaît bien, parce que je suis perdu, parce qu'elle est fragile, parce que peut-être que je peux la sauver, et parce que peut-être qu'elle peut me sauver aussi de mon état. Et je me bats pour cette relation, qui ne dure au final que quelques mois. Mais en tout cas, quelques mois de bataille. Peut-être que ça a duré 9 mois. Allez, si ça a duré 1 an, c'était le grand maximum. Je me bats, je fais des allers-retours, j'essaie de la comprendre, de résoudre ses problèmes financiers, de résoudre ses problèmes psychologiques, parce que je suis le bon samaritain. Je suis le genre de mec, quand tu me mets dans ta vie, je résous tous tes problèmes. C'est un peu un truc pathologique qui finalement devient mon métier aussi avec les années. Il y a des gens qui sont faits comme ça, il y a des gens qui sont faits pour aider. Il y a des gens qui sont faits pour ne pas savoir dire non, parce qu'en réalité, ça me nourrit aussi. C'est peut-être ton cas. T'es peut-être ce genre de personne qui est patiente et t'as besoin d'aider les autres en permanence. T'as du mal à mettre des limites. Parce que finalement, quand on aime, il faut y aller à fond. Et c'est exactement ce que je fais dans cette relation. Et je vis probablement la pire humiliation qui puisse m'arriver au bout de 9 mois, je dirais. On est devant une série Netflix et elle a son téléphone portable. La série Netflix, ça n'a rien à faire, hein, qu'on se mette d'accord. Je suis seul, enfin, on est sur ce canapé à deux physiquement, mais je suis seul à écouter la série. Elle est en train de tapoter en souriant. Et tu vois exactement le genre de sourire que je veux dire. C'est pas le genre de sourire qui est celui de tiens, cette story était rigolote, j'ai rigolé. Non, c'est le sourire de je suis séduite, ou j'aime bien la personne avec qui je parle, et c'est un peu secret, avec cet écran qui est juste un tout petit peu décalé pour pas que je puisse voir ce qu'il y a dessus. Et tout à coup, elle me dit la pire chose humiliante pour un homme. Elle me dit, et probablement la phrase la plus bête aussi, elle me dit, lui, et c'est exactement comment me séduire. Je réagis de suite, je suis au début dans l'incompréhension, genre de quoi tu parles. Je me dis, elle n'a pas pu dire ça, c'est pas ce qu'elle voulait signifier, elle pensait probablement autre chose. Et elle me montre le profil du mec, elle me dit, regarde, lui là, il sait exactement comment me séduire. Je réagis comme un jeune blessé. Je me lève de ce canapé, je lui dis, génial, parle-moi-en un peu plus de lui. Je fais le mec faussement détaché alors que je bouillonnais à l'intérieur. Et je lui dis, vas-y, ça m'intéresse, c'est chouette de voir que tu passes une bonne soirée avec lui. Elle me dit, ah bon, c'est vrai, elle est intéressée. Et pendant que je lui parle, je suis en train de faire mes affaires, j'avais quelques affaires chez elle, et je prends toutes mes affaires et je prends ma voiture et je rentre à Paris. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai pu me fourvoyer là-dedans? Je suis en train d'essayer de faire vivre une relation. Je suis en train de me battre pour quelque chose et j'ai l'évidence devant mes yeux, c'est que ça ne marche pas. Et au moment où je rentre à Paris, je me rappelle que des signaux, j'en avais eu plein avant, en fait. C'est-à-dire que cet effondrement qui m'apparaissait très tardivement, probablement un peu comme les gens dans le Titanic, qui dansaient encore lorsque le paquebot a tapé dans les icebergs. Ils s'en sont pas inquiétés de ça. Le bateau coulait doucement, ils dansaient toujours, ils faisaient la fête, et il y avait un groupe de musique.
C'est au moment où ils ont été dans l'eau qu'ils ont compris qu'il y avait un problème. Et là, j'étais pareil. Là, j'étais dans l'eau. Je n'avais pas compris que le Titanic avait touché l'iceberg bien avant, peut-être même au jour où je l'ai rencontré, qu'il y avait un problème. Et dans mon ego et dans mon impulsivité, je partais, je pleurais dans cette voiture et je réalisais que les signaux, je les avais tous devant les yeux et j'avais choisi de ne pas les regarder. J'avais peut-être ce que tu as aussi, c'est-à-dire une forme de fatigue émotionnelle, une hypervigilance, une analyse à me dire toujours, tiens, comment est-ce que je peux arranger les choses? L'impression de marcher sur les œufs, de la perte de légèreté et toujours dans cette espèce de combat devant tout d'un coup l'évidence que ça marchait pas. Sauf il y a un mais. En réalité, j'aurais pas dû déclencher mon ego. J'aurais dû lui expliquer calmement à l'époque, ce qui n'était pas mon cas, j'avais pas les capacités de ça. J'aurais dû lui dire ta phrase me fait de la peine, lorsque tu vas séduire quelqu'un d'autre, c'est pas agréable pour moi, et est-ce que tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce qu'il faut qu'on résolve? Est-ce que notre couple a une chance de marcher ou pas? Quel est le problème? Ne me dis pas, quand t'entends ça, que je suis encore plus dans le déni en disant ça. Non, au contraire, j'aurais été dans la compréhension. Si j'avais été meilleur en psychologie à l'époque, j'aurais probablement vu plein d'autres choses que je n'étais pas capable de voir. Parce que j'avais pas les compétences, parce que j'étais jeune, parce que j'avais pas l'expérience. Je ne voyais pas, par exemple, que sa mère était tyrannique, qu'elle a probablement été rejetée par sa famille. Le pire, c'est qu'elle me l'avait déjà dit à l'oreille. Elle m'avait déjà chuchoté qu'avec sa mère, c'était compliqué. J'aurais pas non plus vu que son mari, avec qui elle était restée pendant 10 ans, l'avait maltraitée, l'avait mal considérée, l'avait rabaissée, et qu'elle se sentait, et aux yeux de sa mère, pas séduisante, au sens pas aimable, on ne pouvait pas l'aimer, ni aux yeux de son mari par la suite, qui lui a fait comprendre qu'elle ne valait rien. Son mari, elle finit par le tromper, alors avant qu'on se rencontre bien sûr, elle va chercher quelque part du réconfort. Elle cherche à être aimée à tout prix. Je dis pas ça pour rationaliser, je dis même pas ça pour dire que ce couple avait une chance. Très probablement que ce couple n'avait aucune chance. Sauf que j'avais pas les capacités, je préférais m'auto-gaslighter à penser que ça marcherait devant l'évidence que ça ne marcherait pas. Je n'avais pas la connaissance, je n'avais pas la compréhension du schéma. Si j'avais compris ce schéma plus tôt, son besoin pathologique, par exemple, de devoir séduire, j'aurais pu faire un choix plus tôt, sans devoir arriver à cet extrême de cette soirée. Sauf que les compétences, la connaissance psychologique, je l'avais pas. Et c'est ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Probablement que si maintenant on revient à toi, tu arrives dans ce qui s'appelle de l'auto-gaslighting. Je m'auto-illusionne sur ce qui se passe aujourd'hui dans mon couple. Parce que mon narratif préfère penser que ça marchera bien, préfère m'illusionner, plutôt que d'accepter la réalité que non, en effet, dans ce couple-là, il y a des soucis. Je dis pas qu'il faut se quitter, je dis même pas qu'il faut rester ensemble, je dis juste que ton mécanisme mental fait que tu vas minimiser, tu vas rationaliser, tu vas te dire oui, mais son enfance, patati patata. Tu vas éventuellement te comparer. Il y a pire que moi. Ma voisine, elle se fait taper dessus. Mon autre voisine, elle est à la rue. Moi au moins, même si avec mon Gérard, ça se passe mal, on est quand même en couple aujourd'hui. Tu peux aussi avoir ce qui s'appelle de la culpabilité excessive. Je m'en veux. Typiquement, c'est je suis trop exigeante, j'en demande trop, il a vécu des choses difficiles, je dramatise. Donc là, il y a deux choses qui se jouent. Tout d'abord, une méconnaissance d'un schéma psychologique. Les êtres humains fonctionnent comme des trains. Il y a une ligne de chemin de fer qui est toute droite. Ton mari, ta femme, c'est un train qui marche exactement comme il est programmé pour marcher. On pourrait quasiment savoir à l'avance les phrases qu'on va dire dans tel type de situation. On est programmé par notre biologie, par notre enfance, par nos expériences de vie. Les gens font jamais des dingueries, comme disent mon fils. Les gens sont très droits sur leur ligne. Ils respectent leurs principes de vie, leur éducation. On peut savoir à l'avance comment quelqu'un va se comporter à un endroit. Et pour savoir où vont ces lignes de chemin de fer, il faut déjà avoir la compréhension psychologique. Il faut aussi savoir que notre propre cerveau a aussi son propre chemin de fer, fait pour penser certaines choses. Et puis les hormones de l'amour font qu'avec toutes nos émotions, c'est plus compliqué de savoir où on en est. Et parfois, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, cette intuition au fond de toi, tu l'as. Tu sais ce qui se passe, tu l'as vu, mais tu préfères prendre ton cerveau à la place, rationaliser, te dire que tout va bien, t'illusionner dans le fait que ça peut s'arranger un jour. Mais la sensation, tu peux l'écouter aujourd'hui. C'est ça que je te propose de faire. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton intuition? Il est où le problème? Qu'est-ce qui se passe dans ton couple?
Vous êtes plutôt en phase descendante ou en phase montante? Il y a une chance que ça s'arrange ou alors t'attends juste la fin, le mur, le déraillement. Alors, parce que t'es patiente, t'es resté dedans, parce que t'es bienveillant, tu dis oui à tout, et tu restes. Et tu t'illusionnes encore. Tu doutes de ton intuition. C'est ça qui fait garder espoir. L'espoir fait vivre. C'est ça qui fait que tu restes dedans. Et parce que t'es aussi quelqu'un de battant, tu te dis, allez, je vais passer à l'action. Je vais écouter des influenceurs, je vais écouter des coachs, je vais écouter des chaînes de psychologie, je vais lire des livres. Et puis, t'entends des conseils qui vont dans tous les sens. Certains vont te dire, fais-le souffrir, donne-lui moins, il saura ce qu'il a perdu. D'autres te disent pile l'inverse, ou parfois c'est le même influenceur. Dans la vidéo du lundi, il te dit, fais-le souffrir, le mardi, il te dit, au contraire, donne-lui plus. Affirme-toi plus, ou affirme-toi moins. Quitte-le, ne le quitte pas. Venge-toi, ne te venge pas. Ce qu'on veut là-dedans, et c'est humain, c'est se battre pour que ça fonctionne. Parce qu'on a déjà beaucoup donné, comme moi qui faisais mes allers-retours en voiture jusqu'à la Normandie. Je viens de me rappeler, c'était même pas en voiture, c'était en scooter. J'avais un petit 125, ce qui était complètement inconscient à l'époque, et je roulais pendant 1h30 avec un 125 à fond les ballons jusqu'à sa ville pour la retrouver, même quand il pleuvait. J'avais beaucoup donné, j'avais beaucoup pris la pluie, parce qu'en Normandie, il pleut tout le temps. Et ce que je voulais moi aussi, c'était une solution rapide. C'était une phrase magique. C'était un script, c'était quelque chose qui fasse que, allez, en un claquement de doigts, j'aurais tout compris. Et surtout quelque chose qui m'assure que ça ira mieux par la suite. Alors oui, c'est possible, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais ce sera peut-être pas en un seul claquement de doigts. Parce qu'il y a une compréhension qui est nécessaire. Tu peux te dire aujourd'hui, par exemple, dans tes relations passées, peut-être même pas celle dans laquelle tu es aujourd'hui, si seulement j'avais mes connaissances d'aujourd'hui, j'aurais pu résoudre des choses à l'époque. J'aurais mieux compris son schéma mental. J'aurais su quoi dire. J'aurais peut-être même su qu'il ne fallait pas aller dans cette relation. Ou encore, j'aurais peut-être même su la sauver. Parfois, ta femme peut être une sorcière, peut-être la femme la plus dure du monde. Mais si jamais tu vois ses blessures, c'est plus une sorcière, c'est juste une enfant triste, une enfant malheureuse qui rejoue une scène d'anxiété de l'enfance. Parfois, ton mari, ton mec, peut être un bourreau, infect, infernal. Mais si tu comprends son passé, si tu sais exactement ce qui se joue, tu sauras exactement quoi dire, et tu sauras que cet être peut aussi être quelqu'un de très doux parfois. Et encore une fois, je ne cherche pas à rationaliser, je cherche juste à ramener de la compréhension. Parce que c'est la clé de tout ça. Il y a un script. C'est le script du train, de son train à lui, de ton propre train. Une fois que tu comprends ce script, tu sais quasiment au centimètre près, et même pour un train, c'est au millimètre près où est-ce que ce train va passer. Tu sais exactement comment ça marche. Donc c'est pas juste une relation de deux personnes. Oui, certes, on peut se faire bouger l'un et l'autre. Mais c'est surtout un vieux scénario qui est en train de se rejouer. Parfois, tu as même l'impression que les phrases qu'il te dit, il les a déjà dites à d'autres femmes avant toi, dans d'autres relations. Tu as peut-être même l'impression qu'on veut te faire jouer un rôle aujourd'hui. Un rôle qui n'est pas le tien. L'autre veut placer des phrases dans ta bouche comme si c'était un sitcom et que tu avais un script à lire. Mais c'est pas exactement ton rôle, c'est pas exactement qui tu es, c'est juste un script. Une femme m'appelle, convaincue que son compagnon était pervers narcissique, en réalité il l'était pas. Ce qui se jouait chez lui, c'était une relation à sa mère qui était très agressive dans l'enfance, un besoin de contrôler excessivement la situation, un besoin permanent d'avoir raison et une très grande peur d'être abandonné. Une personne tyrannique, peut-être un enfant, qui a peur d'être abandonné. À chaque fois qu'elle prend de la distance, il s'effondre. À chaque fois qu'elle revient, il devient agressif. Et le cycle se rejoue encore et encore et encore. Parce que pour elle, sur ses rails, sur son chemin de fer, ces phrases veulent dire autre chose. C'est une autre langue. C'est un autre wagon. On n'est pas sur SNCF, on est sur Ouigo. Même une personne qui manipule a appris à être comme ça. Et dans la plupart des cas, c'est la blessure d'enfance qui va tout diriger. C'est ça qu'on veut comprendre aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on va avancer. La seule limite de ta relation amoureuse est la compréhension de l'équation. C'est ce qui joue, je mets 90%, je dirais même que c'est ce qui joue pour 95%, 98%. La limite de ta relation, les problèmes que tu as dans ta relation sont dus, le plafond de verre, c'est ta compréhension de tout ça. Si tu comprenais parfaitement ton partenaire, si tu savais exactement ses blessures, celles qui te cachent, il fait attention, bien évidemment, ton partenaire à ne pas te montrer ses blessures. Elles sont cachées par une armure.
elles sont cachées par de la méchanceté, elles sont cachées par de l'évitement, elles sont cachées par quelque chose d'assez profond, d'assez large. Ce sont des murs qui sont très épais et ils ne te montrent pas réellement ce qui le dirige au fond de lui. C'est pour ça que tu tournes autour de lui, comme un avion sur une piste, pour savoir où atterrir, mais que tu n'as pas l'info. Il t'a caché les coordonnées GPS. Tu sais pas exactement comment aborder le truc. Et du coup, tu arrives dans une relation qui est toxique et très souvent de manière surfacique. C'est-à-dire que tu ne peux voir que la partie qu'il te montre de ça. Et il y a une grosse différence entre comprendre et rationaliser. Souvent, le mot rationaliser est utilisé avec un faux sens. Quand on parle de rationaliser, souvent, c'est qu'on veut se convaincre de comprendre l'équation pour pouvoir subir plus. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu comprennes les racines mêmes de manière froide, lucide, que tu saches exactement où tu en es aujourd'hui dans ta vie, dans sa vie, à lui ou à elle, et que tu comprennes tout ça. Tu peux te poser la question de pourquoi est-ce que la compréhension de l'équation ne sert qu'à 90%, parce qu'en réalité, elle devrait servir à 100%. Une fois que j'ai compris avec qui je suis, haha, je t'ai démasqué et je peux prendre ma décision. Sauf que c'est un peu plus compliqué. Il y a les quelques pourcents restants qui peuvent devenir bloquants. Parce qu'en réalité, comprendre, parfois, et même souvent, ne suffit pas. J'ai des clients en coaching qui sont très lucides, qui sont très intelligents, qui savent exactement dans quoi ils sont. Ils ont une analyse parfaite. Ils ont conscience de tous les schémas. Et pourtant, il y a des rechutes. Même si c'est toxique, ils y retournent. Ils se justifient, ils se sabotent. Parce que le problème n'est pas que intellectuel, il est aussi émotionnel. On a aussi nos parts de failles qui sont activées, qui nous font revenir. Et il est aussi, on pourrait dire, identitaire ou structurel. C'est-à-dire, je suis fait de cette matière. J'étais anxieux en attachement étant plus jeune. Aujourd'hui, je suis ce qu'on pourrait appeler sécure anxieux. Mais je suis tout à fait conscient que si je retombe sur une partenaire qui serait évitante, ça va venir faire titiller ma partie anxieuse. Et ça risque de me refaire passer de la partie attachement sécure à nouveau à fond dans l'anxiété. Mais je me connais un peu mieux et je fais gaffe de ne pas retomber dedans. J'ai un exercice pour vous aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que vous fassiez quelque chose qui est à la fois très simple et à la fois extrêmement compliqué. J'aimerais que vous preniez une feuille ou votre téléphone portable et que vous marquiez dessus ce que vous dit votre intuition. J'aimerais qu'on vérifie ensemble si votre intuition est la bonne ou pas. Marquez dessus ce que vous ressentez. Quelle est votre impression par rapport à cette relation? Coupez votre cerveau. N'écoutez que ce qu'il y a dans votre ventre, dans votre cœur. Qu'est-ce que je ressens près de cette personne? Qu'est-ce que je ressens sur ses blessures, sur son enfance? Qu'est-ce que je ressens quand je suis à ses côtés? Quelles sont mes blessures qui sont activées? Est-ce que je suis dans une relation qui me porte plutôt vers le haut ou qui me fait sombrer? Est-ce que je suis heureux au quotidien ou est-ce que ça me rend plutôt malheureux? Est-ce que je suis en recherche de validation constante? Est-ce que j'ai peur qu'on se sépare? Il y a quelque chose qui me... On est en fin de vidéo, on peut parler un peu ensemble ou pas? C'est bon, on a le droit? Il y a... En marketing, on dit qu'il y a des cases dans le cerveau. Il y a, par exemple... J'aime bien parler avec vous en fin de vidéo depuis quelques temps, depuis quelques jours, là. Parce que c'est là où on peut enfin parler, sortir un peu du script. Il y a des cases dans notre cerveau. Par exemple, si jamais demain vous allez faire des vacances au Maroc, à Marrakech, et que cette semaine de vacances vous coûte 2000 €, par exemple, ça vous paraîtra quelque chose de normal. On va passer une bonne semaine, on va s'éclater, on va visiter la Médina, et on ira sur le marché le soir, et ça va être sympa. Par contre, si on part une semaine en vacances et que les autres semaines de l'année, les 53 autres semaines de l'année, on vit un enfer à la maison, et qu'il faut payer 100 balles pour une séance de coaching ou avec un thérapeute ou un psy, on va dire « Waouh, c'est cher. Est-ce que ça vaut le coup ?» Et reconnaissez à quel point c'est ironique de se dire « Pour se marier une semaine, je suis prêt à sortir quelques milliers d'euros versus pour sauver probablement mon couple et, et mon mariage et la vie mentale de mes enfants et un divorce qui va me coûter bien probablement plus cher que le montant du thérapeute. Non, je refuse parce que je me dis que, allez, je m'accroche à l'espoir que ça s'arrange tout seul. Et je pense que c'est lié à une forme de gaslighting interne et à une forme d'espoir. Parce que j'ai espoir
qu'en changeant un peu le script de ma vie le week-end prochain, en disant des choses un peu différentes, ça pourrait aller. Ou parce que finalement, je me résigne en me disant que si je n'ai pas compris, personne d'autre ne pourra m'aider à comprendre. Et c'est ça l'ironie de la psychologie. C'est qu'il y a des zones d'ombre qui sont évidentes chez vous. Pensez à une éclipse solaire, c'est à peu près ce qu'on vit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est ensoleillée, on voit bien clair dans notre vie, il y a une autre partie, on voit rien dessus. Et heureusement, si on avait la conscience absolue sur Terre, on serait des demi-dieux. Donc déjà, il faut passer par la phase d'acceptation. J'ai des zones d'ombre. Je ne peux pas humainement tout comprendre sur ma propre équation. Là où de manière évidente, si mon couple se dégrade, c'est que de manière évidente, je loupe quelque chose à l'équation. J'ai pas éventuellement la bonne phrase, j'ai pas la bonne communication, je n'ai pas compris son profil, je pense l'avoir compris, mais en réalité, je l'ai compris avec mon propre prisme, parce qu'il y a l'étape d'après, et là, je vais vous parler de Dieu, les amis, celle-là, vous l'avez pas vu arriver. Une fois que tu as compris, l'autre, et qu'on s'entende, je suis pas là pour tout excuser sur l'autre, pas du tout, mais une fois que tu as compris l'autre, une fois que tu sais à qui tu as affaire, tu es quasiment religieux, tu es croyant. Cette personne en face de moi fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, et j'ai une forme de compassion pour ça. Cet enfant maltraité, tyrannique, peut-être même cet enfant battu, devient quelqu'un d'affreux à l'âge adulte. Et la compassion, c'est pas l'excuse, c'est pas le fait de gommer et de dire cette personne est géniale, c'est juste que j'ai la capacité de comprendre son état et ce qu'il vit et pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, et j'ai une forme de compassion à le voir enfermé dans son propre schéma, enfantin probablement, qu'il rejoue comme espèce d'écho sombre, un écho un peu dark du passé, qu'il est en train de rejouer aujourd'hui dans sa vie d'adulte. Et parce que je comprends ça, j'ai un bonheur avec moi-même, je me pardonne. Probablement qu'il y a une forme de pardon, c'est ce que les enseignements religieux vous apprennent, la compassion et du pardon. J'ai une forme de pardon, et le pardon n'est pas l'excuse, mais c'est encore un autre débat philosophique, et je peux le regarder différemment. Et ensuite, seulement, je peux trancher. Une fois que j'ai dissocié mes sentiments, ma propre culpabilité, ou mon propre auto-gaslighting, je peux me dissocier de ça, voir l'autre dans son propre schéma, sur ses propres rails, et arriver à une forme de logique à la fin, interne, qui est, est-ce que maintenant que je le comprends, je décide que oui, on va rester ensemble parce que je lui pardonne ses actes, parce que je le comprends mieux, parce que je pense aussi qu'il y a espoir que ça s'améliore, ou est-ce que non, cette équation ne me va pas, je ne me sens pas de vivre ça pendant encore une éternité, et j'ai pas envie de souffrir là-dedans. Et pour finir, il y a la règle des 3 mois, on va finir sur un peu de coaching après avoir parlé de Dieu, de pervers narcissique et de Titanic. Il y a quelque chose que j'aime bien dans la durée de 3 mois, c'est l'observation d'une progression. Quand je dis à certains clients, parfois, je cite personne aujourd'hui, quand je dis à certains clients, laisse un peu de temps pour voir si l'équation se change, se transforme. Le laisse un peu de temps, il est compris différemment par plein de gens. Pour certains, laisse un peu de temps, ça veut dire laisse 1 heure, c'est peu. Ou laisse 3 jours, c'est trop peu. Pour d'autres, quand je dis laisse un peu de temps, ça va être 3 ans ou 30 ans. Alors, le laisse un peu de temps, il est soit beaucoup trop court, soit beaucoup trop long. Donc je vous propose qu'on le date aujourd'hui. Il y a une durée que j'aime bien, qui est celle des 3 mois. Je vais tenter de résoudre l'équation dans mon couple. Je vais tenter de comprendre l'autre. Je vais voir comment il fonctionne, je vais comprendre ses rails, je vais comprendre mes propres rails. Et puis, je vais voir si l'équation bouge doucement. C'est à ça qu'on observe plein de choses, que ce soit en mécanique, dans la vie. Je regarde si une équation est capable de progresser. Si je fais des efforts de compréhension, si je lui en parle, et si je vois que cette équation, elle est instable et qu'elle continue de baisser ou qu'elle stagne malgré mes efforts, je peux estimer qu'au bout de 3 mois, j'ai fait suffisamment d'efforts pour avoir un genre d'échantillon d'une vie entière, et que donc sur 3 mois, si ça ne bouge pas, probablement que ça ne bougera pas sur 3 ans ou sur 30 ans. Je dis 3 mois, ça peut être 6 mois pour toi, ça peut aussi être 1 an en fonction de ta patience. Mais en tout cas, c'est définir en interne un échantillon de temps en te disant, je vais
faire des efforts, je vais mieux communiquer, je vais essayer de mieux comprendre l'autre sans pour autant activer mes failles d'enfance. Et à la fin, je déterminerai, est-ce que cette courbe a légèrement été vers le mieux, ce qui serait le signal que l'autre peut bouger, parce que c'est ça qu'on cherche à trouver. Nous, on peut bouger. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là, c'est que tu es capable de bouger. Toi, tu es capable de bouger. Mais est-ce que l'autre l'est aussi? Est-ce qu'il est capable de bouger? Si au bout de 3 mois, ça monte un petit peu vers le haut, ça va un petit peu mieux, tu as réussi à infléchir la courbe et à repartir, comme cet avion qui se serait dirigé vers le bas, vers une montagne, et tu as réussi à tirer sur le manche pour que le machin reparte à peu près à l'équilibre et reprenne de l'altitude. Oui, j'ai réussi. Ce qui serait bon signe. La vraie question finale de tout ça, il y a beaucoup dans cette vidéo, mais... Alors, elle aurait mérité que j'en fasse 3-4. Mais bon, la vraie question de tout ça, c'est est-ce que l'autre est capable de modifier un peu son comportement parce qu'il n'est pas, on pourrait dire, infecté par son enfance trop, et dans ce cas-là, il peut changer? Ou est-ce que l'autre, malheureusement, n'est pas capable de se modifier parce qu'il y a trop de trauma, et dans ce cas-là, dans tous les cas, on va dans le mur. Cette courbe, elle va descendre. On a tendance à penser que l'amour peut tout sauver, peut tout guérir, qu'on peut donner des pistes à l'autre pour que ça aille mieux. En réalité, oui, on peut changer son comportement, mais on a tendance à surestimer notre propre impact sur l'autre. On a un impact qui est minime. Et on se dit, je peux pas quitter ce couple-là parce que si ça se trouve, c'est dans sa prochaine relation qu'il sera guéri. Ça ira mieux après. Donc j'aurais tout investi, tout ce temps-là pour rien. En réalité, si tu le sauves pas, parce que l'amour ne sauve pas grand-chose, si tu le sauves pas, celui d'après non plus. Ça signifie qu'il est infecté peut-être à 30, 40 ou 70%. Et en psychologie, on parle de pourcentage de trauma ou de failles ou de blessures. Donc ça signifie qu'il y a un pourcentage, si jamais ton partenaire est blessé entre 0 et 10, 20, 25%, peut-être qu'il peut changer. S'il est traumatisé au-delà, il y a un moment donné où son propre système se bloque. Il se met dans le contrôle extrême. Il ne veut même pas changer. C'est le cas de beaucoup de profils psychologiques qui ne peuvent pas changer. Ils sont programmés pour survivre. Et dans leur survie, il y a le fait que ce soit bloqué. Ils ne peuvent pas. Et à un moment donné, il y a un état des lieux à faire. Un peu comme une vis. Je vous donne toutes les images que je peux. Un peu comme une vis dans un mur. Tu sens bien que si tu as réussi à la faire tourner un tout petit peu, probablement que tu vas réussir à la dévisser entièrement, tu vois. Par contre, si jamais tu casses et l'embout de la vis et ton tournevis, probablement que cette vis-là, elle restera dedans, on va repeindre par-dessus. Ça marchera pas. Il y a un peu ça. Il y a un peu une question de pourcentage de blessures. Tu peux faire tout ce que tu peux jusqu'à un certain point qui est plus petit que celui que tu penses. Et ensuite... ciao, si ça marche pas, si ça bouge pas au bout de 3 mois ou de 6 mois, on abandonne. On va pas se rendre fou, bousiller une vie entière à tenter de faire changer quelque chose qui, dans tous les cas, ne pourra pas changer. J'espère que j'ai été clair aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye. Moi je vous aime, salut à tous.